Je vais intervenir sur 3 points. La première chose concerne les principes qui sont mobilisés ici dans la décision que nous avons à prendre. La deuxième, la planification. Et la troisième, les enjeux sociaux. Je dois dire sur le plan des principes que le débat premier qui me semble se poser dans ce dossier concerne la question de l'espace public. Autant vous savez que Vega défend le principe de maîtrise foncière de la part des pouvoirs publics dans la planification d'opérations urbaines, a fortiori de grande ampleur comme celle-ci, autant ce dont on parle ici, c'est bien de la conversion d'espace public, et non pas de terrain public uniquement, en terrain largement donné et valorisé par le privé. Alors effectivement, vous soulignez que c'est un héritage de l'Expo 2017 ou du projet d'Expo 2017. C'est un héritage un peu curieux parce que le raisonnement que vous teniez à l'époque consistait à dire que l'Expo allait payer les pavillons et un montage financier était envisagé à cette époque et qu'ensuite on allait reconvertir ces pavillons dans une logique de conservation et dans une logique visant à éviter la démolition de bâtiments construits quelques mois plus tôt. Ce qui évidemment était défendable. On est ici dans une configuration tout à fait différente puisqu'il s'agit de construire du neuf sur des terrains qui sont aujourd'hui des terrains dévolus à des fonctions publiques, certes pour certaines d'entre elles plus faibles que d'autres, sur un site qui effectivement mérite de toute évidence un rafraîchissement et un meilleur investissement que ce qu'il a connu. Néanmoins, ce que nous devons constater, c'est que Liège en fait va perdre son parc de la Villette. Nous avons besoin d'espaces publics dédiés à de grandes fonctions événementielles, à l'accueil de grands événements. Nous n'en avons pas tant que ça, mine de rien, et le site de Coronmeuse était l'un de ces sites, ou peut-être même le principal de ces sites, qui aurait pu, si on avait voulu développer cette fonction, devenir l'espace d'accueil des grands événements liégeois. Il n'en sera rien. Bon, les Ardentes vont devoir déménager. D'autres activités qu'on aurait pu imaginer voir là ne pourront pas s'y installer. Et pour Vega, c'est quelque chose de regrettable. Nous allons devoir trouver un autre espace pour ça. Et voilà, j'y reviendrai. La deuxième chose en termes de principe, c'est cette logique des écoquartiers. Alors, effectivement, on peut ergoter ad libitum sur la question de savoir ce qu'est un écoquartier, ce qui le définit, etc. Bon, je ne vais pas m'appesantir là-dessus. Ce que je constate surtout, c'est que à travers cette logique des écoquartiers, qui est une logique de l'exemplarité, une logique de l'investissement ciblé sur un site, le risque est quand même d'envoyer le message, sinon de pratiquer une politique qui consiste à désinvestir d'autres quartiers, les quartiers anciens, qui pour certains sont tout aussi éco que d'autres, parce que nos quartiers denses et mixtes sont des quartiers qui se caractérisent notamment par une production relativement faible d'émissions de carbone par habitant. Ces quartiers anciens, pour certains d'entre eux, manquent des investissements les plus urgents et les plus nécessaires dans certains domaines. Je pense notamment qu'au niveau de l'espace public, même si beaucoup de choses sont faites et beaucoup d'efforts sont déployés, nous restons dans une situation aujourd'hui où nous avons un déficit très important en termes d'espace public, en termes d'entretien des voiries, en termes voilà, et ça c'est la situation budgétaire qui le veut, mais il est assez difficile à entendre, je pense, pour des habitants qui vivent dans une rue défoncée et qui n'ont pas un parc public à proximité de chez eux, que l'on va construire dans leur ville, avec des budgets publics quand même mobilisés de façon significative, même si c'est des budgets européens, qu'on va construire un écoquartier extrêmement agréable. Et effectivement, ce qui se dessine est assez remarquable à différents égards, mais qui sera probablement peu accessible à ces personnes. Troisième enjeu, en termes de principe, c'est la forme du marché public. Là encore, vous avez profité ou vous avez continué sur la lancée du processus de l'exposition en choisissant cette forme du dialogue compétitif qui en fait ne se justifiait que pour une raison. Le dialogue compétitif ne se justifiait que pour les raisons d'urgence qui étaient celles qui étaient imposées par le processus de candidature. Dans une forme qui est celle dont on parle ici, qui est une forme extrêmement longue, puisque on parle de 30 ans de concession, plus 3 ans préalablement
pour les différents réglages juridiques qui doivent intervenir préalablement à l'entrée en vigueur effective de la Convention. On parle de 33 ans, plus tout le processus de négociation. On est quasiment sur 40 ans de processus au total. Sur une aussi longue durée, l'urgence ne se justifie évidemment plus du tout, et donc le dialogue compétitif non plus, parce que le dialogue compétitif a un coût très important, qui est notamment celui d'une perte de contrôle très importante du pouvoir public et de la démocratie locale sur ce qui se dessine. Parce que ce que vous nous présentez ici, c'est à prendre ou à laisser. Non pas qu'il n'y ait pas des choses intéressantes là-dedans, mais un processus plus ouvert, basé plutôt sur une logique de maîtrise publique foncière, basé sur la mise en place, par exemple, d'une société d'économie mixte qui aurait piloté le processus d'urbanisation et aurait ensuite, de façon peut-être plus pointilliste, confié des développements au privé, parce que la thèse que je défends n'est pas que nous devons nous passer du privé dans la production urbaine. Le privé a une place à jouer et la question c'est est-ce que le privé est dans un rôle de planificateur ou est-ce que le privé est dans un rôle de développeur au sein d'une planification mise en place et pilotée par le pouvoir public. Vous aurez compris que c'est évidemment la seconde option que je privilégie. Voilà. Néanmoins, nous prenons acte de ce projet. Il est là, il est sur la table. Il répond effectivement à un certain nombre de besoins, et notamment aux besoins de logement qui est évident et dont on parle abondamment, les 15 000 logements que nous sommes engagés d'une certaine manière à construire ou à permettre la construction sur les 20 prochaines années en votant le SDALJ. Ces 15 000 logements, il va bien falloir les trouver quelque part, et voilà déjà presque 10% de cette enveloppe qui est trouvée ici, et à ce titre on peut se réjouir. Mais nous sommes maintenant amenés à poser la question de la planification et de la manière dont ce projet est monté et va être monté. Alors je me suis réjoui de lire que vous aviez convoqué une conférence de presse récemment sur le sujet de la Porte Nord. Vous savez que c'est un thème que j'ai modestement contribué à conceptualiser, à l'idée qu'il se passe bien une opération d'ensemble sur le nord de la ville et non pas la juxtaposition d'une série d'opérations. Je vois que ce discours commence à arriver dans votre chef, c'est une bonne chose. Néanmoins, il faudrait que les actes suivent, c'est-à-dire qu'on ait effectivement une planification. Et cette planification, aujourd'hui, elle n'est pas là. Vous n'avez pas aujourd'hui autre chose que la juxtaposition d'opérations. Le schéma qui est paru dans la Meuse, qui montrait la localisation des nouvelles halles des foires, en était la démonstration absolue. Sur les 30 hectares situés à Bressou, en face de Coron-Meuse, 30 hectares qui auraient peut-être pu devenir ce parc de la Villette, si je puis filer la comparaison parisienne, qui nous manque, à mon avis, à Liège. Ces 30 hectares, que va-t-on en faire? On va poser dessus des boîtes à chaussures. Excusez-moi, mais c'est ce qui se dessine. On va poser les unes à côté des autres des boîtes à chaussures sans aucune vision urbaine, sans aucune vision de planification. Et vous savez que je vous ai interpellé à de très nombreuses reprises sur ce sujet au cours des années écoulées, sans que vous ne jugiez nécessaire, monsieur le bourgmestre, d'accorder beaucoup d'importance à cette demande qui pourtant est, je pense, assez légitime et qui pourtant apparaîtra comme légitime une fois que le projet sera finalisé. Est-ce que vous allez créer un nouveau quartier de ville dense, mixte, qualitatif, inclus dans la ville, ou est-ce que vous allez créer un zoning? Je crains que nous soyons fort avancés sur la deuxième option. Je parle là de Bressou. Parce qu'évidemment les deux sites fonctionnent ensemble. Bressou et Coron-Meuse, à mon sens et au sens d'ailleurs de beaucoup d'urbanistes liégeois depuis un siècle, Bressou et Coron-Meuse forment un seul site, un seul ensemble. Les deux expositions universelles qui ont eu lieu en 1930 et 1939 l'ont d'ailleurs montré de façon très claire. Ces deux sites ont toujours fonctionné ensemble. Et nous devrions pouvoir aujourd'hui penser leur urbanisation de façon, sinon synchrone, en tout cas concertée. Alors, un point évidemment à cet égard qui est tout à fait central, c'est celle du bouclage ferroviaire. Nous avons sur le site de Bressou-Coron-Meuse la dernière opportunité de réaliser un bouclage ferroviaire en aval de Liège. Bouclage ferroviaire qui n'est pas une lubie, qui n'est pas juste une idée dessinée sur un petit schéma. C'est d'abord une priorité qui a été retenue par la région wallonne dans ses priorités stratégiques dans l'étude Tritel en 2011. Donc cette idée a été validée. Cette idée, elle répond à une série de besoins. Elle répond aux besoins d'une liaison directe entre Liège-Centre et Maastricht, là où aujourd'hui le détour par les Guillemins rend la liaison non compétitive par rapport à d'autres modes de transport. Elle répond à la nécessité d'une valorisation de la ligne 40, cette ligne de chemin de fer sous-utilisée que vous connaissez bien, monsieur le bourgmestre, qui dessert l'ensemble de la rive droite et qui aujourd'hui est malheureusement peu utilisée, notamment parce qu'elle ne relie pas directement le centre-ville.
elle répond à la nécessité de soulager la ligne 34, c'est-à-dire l'autre ligne qui se trouve sur la rive droite, sur la rive gauche, pardon, qui dessert notamment le Palais. Et je dois rappeler quand même ici que l'étude Semali Transitech, qui constitue un peu le père de toutes les études sur la mobilité, ou la mère de toutes les études sur la mobilité en région liégeoise, avait évoqué deux hypothèses fondamentales. Une hypothèse qui était celle du tramway, et l'autre hypothèse était celle du doublement des voies de chemin de fer sur la ligne 36 et sur la ligne 34, donc vers Anse et vers Herstal, sachant que les capacités ferroviaires sur ces deux lignes ne permettront pas de développer un REL complet. Or aujourd'hui, on est à l'heure de faire un REL complet. Alors certes, les technologies ont un peu évolué, le TCS va donner un peu plus de sillons et un peu plus de capacité sur ces lignes, mais pas au point de nous permettre de nous passer d'un itinéraire bis. Or, ce bouclage ferroviaire de Liège en aval du centre-ville donne cet itinéraire bis qui permet de relier Liers à Quincampoix sans passer par le centre-ville. De manière générale, on a aussi des enjeux de stockage des rames dans le cadre du REL qui peuvent trouver des solutions à rive droite, notamment à Bressou. Et là encore, ce pont, ou ce franchissement, puisque certains parlent d'un tunnel, serait nécessaire. De surcroît, cette liaison ferroviaire, dont je ne vous demande pas aujourd'hui la réalisation, je vous demande juste de l'anticiper, d'intégrer cet élément d'étude qui a été évoqué dans l'étude Tritel, de prévoir la réservation. Une réservation pour une ligne de chemin de fer, ça n'est pas bien large, c'est tout à fait possible d'intégrer ça dans la planification des différents éléments que vous prévoyez. Cette planification, elle permettrait de construire une gare sur le site même de Coron-Meuse, donc d'avoir un point d'intermodalité réel entre tram et train, sachant, monsieur le bourgmestre, que d'une part, on n'a pas aujourd'hui de plan de point d'intermodalité en aval des Guillemins, puisque même au niveau de Liège-Palais, l'intermodalité est extrêmement mauvaise, que à Herstal, le tracé du tram s'éloigne terriblement de la gare, puisque l'arrêt de tram le plus proche à Herstal est programmé à 600 mètres de la gare, et donc nous aurions là une possibilité d'une intermodalité tram-train en aval de Liège, dont on peut penser qu'elle serait fort utile. Alors, pourquoi n'a-t-on pas pu intégrer cet élément? Vous allez me dire, il est trop tard. Mais oui, mais excusez-moi, c'est de votre faute, il est trop tard. Parce que ce sujet, je vous en parle depuis au moins 5 ans. J'ai remis des notes sur votre bureau, je vous ai écrit à plusieurs reprises à ce sujet. J'ai attiré votre attention à de nombreuses reprises à ce propos. Pourquoi n'avoir jamais, ne serait-ce que fait étudier la question? Pourquoi aujourd'hui ne pouvons-nous pas avoir les 10 ou 15 mètres de réservation qui permettraient de garantir cette hypothèse pour le futur? Alors, dans la planification, je note encore l'absence de toute mention du chauffage urbain, alors qu'on sait que Coron-Meuse est le premier site sur le tracé de ce futur chauffage urbain venant d'Herstal qui pourrait être valorisé. Est-ce que ce point a été envisagé, rejeté ou non? Il avait été évoqué il y a quelques années. Je n'en vois plus trace aujourd'hui dans la communication. Alors peut-être qu'il y est, mais que vous n'en faites pas mention. Je trouve que ce serait intéressant si vous pouviez préciser les choses. Un mot encore au sujet du patrimoine. Alors là aussi, les choses ont très bien évolué. Il est loin le temps où vous vilipendiez dans des termes que je vais avoir la décence de ne pas rappeler ici le palais des fêtes qui est dû, monsieur le bourgmestre, au frère Moutchen, au frère Moutchen et pas à des architectes. D'illustres Jupillois. Voilà, illustres Jupillois précisément. Et donc ce palais des fêtes, la patinoire pour les Liégeois, ce palais des fêtes reste à mon avis menacé parce que vous le sauvegardez dans sa présence, mais il faudra aussi le sauvegarder dans son intégrité, qui est celle d'une présence d'œuvres d'art importante, qui est celle de matériaux relativement remarquables, au point, je le rappelle quand même, que cette façade en plaques de céramique fait la couverture du guide d'architecture moderne et contemporaine de Liège. Ces plaques de céramique visiblement intéressent beaucoup certains amateurs hollandais et on nous annonce qu'elles vont être remplacées par un matériau plus moderne. On annonce aussi qu'on va créer des baies verticales dans la façade qui dépareraient complètement l'architecture. Voilà, en ce qui concerne l'école Renastri, dont on a moins d'informations, mais concernant ces deux bâtiments, je pense que pour être cohérent dans le discours que vous tenez, il s'agirait maintenant d'envisager leur classement, l'un et l'autre. Classement qui, d'une part,
je le signale incidemment, permettrait de mobiliser des budgets, permettant la rénovation de ces bâtiments qui sont quand même destinés à des fonctions publiques, mais permettrait aussi de garantir leur protection réelle, ce qui n'est pas acquis aujourd'hui. En matière de planification, dernière chose, le parent pauvre du projet, c'est l'architecture, très clairement. Je pense que l'urbanisme est globalement assez convaincant. Le dessin qui est fait, la spatialisation des espaces, la valorisation des espaces publics, les passerelles dont vous avez parlé, cette grande drève en bord de Meuse qui va être réservée aux piétons, tout cela est fort positif. Par contre, en termes d'architecture, ce qui se dessine, c'est une architecture banale, une architecture de promotion. Il aurait fallu, dans le cadre du processus, mais de nouveau, ce processus de PPP est extrêmement corseté, donner place à l'architecture de création, donner place à peut-être un ou deux concours, donner place à une diversité de bureaux plus importante que ce qui est proposé ici. Et donc, je suis un peu inquiet que sur un urbanisme réussi, nous ne fassions une architecture banale. Voilà. Et je termine avec un dernier point qui concerne la question sociale. Lorsque nous avions parlé du projet il y a un peu moins d'un an, une des questions que j'avais posées en commission concernait le prix du logement qui serait le prix public qui serait pratiqué. Un prix en dessous de 2 000 € avait été évoqué. Aujourd'hui, on nous annonce 2 250 € hors TVA du mètre carré en moyenne, ce qui veut dire 2 700 € du mètre carré hors frais, voilà, 3 000 € du mètre carré. Ça veut dire qu'un appartement de 100 mètres carrés, 2 ou 3 chambres, tel qu'une famille en a besoin pour vivre, coûtera 300 000 € en moyenne. Est-ce que c'est là une offre de logement qui répond aujourd'hui aux moyens de nos concitoyens ou seulement à une petite partie d'entre eux? Je pense que la question est plus que rhétorique parce que si nous offrons sur ce site financé par des moyens publics, qui est le résultat de la privatisation d'un très grand espace public, historiquement très symbolique, j'ai rappelé pourquoi, il est essentiel qu'il soit socialement accessible plus qu'il ne l'est aujourd'hui. Alors certes, 10% des logements, nous expliquez-vous, vont être marqués par une décote de 10% du prix. On sera encore loin de tarifs réellement sociaux. Là, j'ai vraiment un problème. J'ai vraiment un problème si les prix pratiqués sont des prix qui réservent l'acquisition à des publics qui représentent peut-être 1 ou 2 ou déciles de la population. Là, j'ai un souci et pour moi, c'est le principal élément problématique qui m'amène malheureusement à voter contre la délibération et je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci. Monsieur Gillissen. Oui, merci.